Bonjour à tous et bienvenue dans ce bilan de saison 12. avec le Je sais pas. le 13e Docteur, bien Ah, sûr. d'accord. Je ne sais pas pourquoi je le précise directement, mais c'est important. La saison est terminée. Il est temps, De réagir en faisant le bilan. en faisant le bilan, parce qu'on a beaucoup réagi, donc on a réagi à chaud, on a réagi en live, on a réagi chez nous, tout sur seul. les réseaux sociaux. Moi j'ai réagi sous ma douche aussi, tu vois, des fois Ah ouais. je fais des débats dans la douche. D'accord. On ne pourra pas revenir sur chaque détail, forcément. Là, on va plus revenir vraiment sur l'impression qu'on a après coup de ces épisodes. D'ailleurs, comme on ne pourra pas tout dire, en bas, là, ici, là, il y aura un petit encadré dans lequel apparaîtront les commentaires des gens qui ont rempli un formulaire. Donc c'est des abonnés, ça a été partagé un peu sur tous les réseaux sociaux. Il y a 401 personnes qui ont répondu quand même. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Et du coup, en plus, c'est même pas vraiment que des abonnés. C'est vraiment une belle représentation du fandom français dans ce petit sondage. Et où du coup, leurs impressions vont apparaître là. Également, les notes qu'ils ont données aux épisodes. C'est parti. C'est parti. Épisode 1. Spyfall, partie 1. Qu'est-ce que tu en as pensé, Pauline? Un excellent épisode. J'adore le côté espionnage. Je trouve que c'est super bien fait. C'était vraiment un retour en grande pompe. La révélation du maître, je m'en remets toujours pas. Elle est fantastique, cette scène. Tous les personnages sont géniaux. Les acteurs sont extraordinaires. La musique est un bijou. Quand tu parlais du côté espionnage, je trouve que c'est la musique qui représente le mieux ça, qui représente le mieux le mix entre Doctor Who et l'espionnage. L'épisode aussi, en fait, l'espionnage est assez secondaire. Il est dans des scènes comme la scène du casino ou la scène de recherche à Vor, là, avec le président de Vor. Le gros point fort de cet épisode, c'est le retournement de situation finale, l'arrivée du maître auquel on s'attendait absolument pas. J'ai beaucoup aimé aussi le début où on revoit chaque membre de la Team TARDIS un petit peu dans son quotidien avec... ils sont de retour à Sheffield, il y a le docteur qui fait la vidange, Ryan qui joue au basket, Graham qui fait son check-up médical et Yaz qui va pointer au boulot pour dire est-ce que je peux encore avoir un congé. Et du coup, quand d'un coup arrive la menace petit à petit dans leur quotidien à chacun, ça marche super bien du coup. On rentre vraiment dans l'épisode à ce moment-là en fait. Voilà. Puisqu'on a été tout était posé, tout était calme. En fait, il y a même ce parallèle avec la saison 11 et la saison 12 où la saison 11 était très calme pour qu'une saison 12 qui démarre qui rentre dans l'action directement en fait. Je trouve que je pense que Chibnall aime beaucoup faire ça, de poser quelque chose très bas pour pouvoir faire des pointes. Ouais, voilà, vraiment d'installer un truc calme et assez quotidien, assez routinier et tout ça, pour justement pouvoir faire la montée en flèche. De toute façon, toute la saison 11, là, c'était devenu clair comme de l'eau de roche pendant la saison 12, que c'était juste le calme avant la tempête et que c'était volontairement anticlimatique par certains moments, à vouloir vraiment faire des aventures simples, posées et tout ça. Et pour justement que la saison 12 paraisse encore plus épique, et ça marche super bien du coup. Donc Pauline, tu as donné la note de 9,17, qui est une très bonne note. Bah oui. Et moi une note de 8,33, ce qui donne une note moyenne de 8,75. Ce qui me paraît bien, il mérite 9 pour moi. Ouais, après, je trouve qu'en réfléchissant à toute la saison, c'était pas le meilleur, c'était un bon redémarrage en fait, c'est ça le truc. Ça reste mon deuxième épisode préféré de la saison. Donc en bas vous pouvez voir nos notes. Si je me souviens bien, il y a des petits smileys là à la place, regardez. J'ai mis des petits smileys, c'est C'est mignon. Hein. Alors attendez, histoire, retournement de situation, personnage, menace, réalisation et plaisir. Les gens lui ont donné 8,13, ce qui est à peu près la même chose, on va dire. On n'est pas. C'était très proche de ta note à toi, comme ça. Moi j'ai donné 8,33. Ouais, bah les oui, gens les gens ont beaucoup aimé les rebondissements. Le oui, rebondissement, c'est le normal. retournement de situation finale, de toute façon. Et au moins, il n'y a pas grand chose qui ressort, en fait. Vraiment, les gens ont bien aimé cet épisode. Bah, c'est vrai que c'est un épisode qui a tellement de qualité que, bien entendu, il est pas parfait, mais forcément, les trucs qu'on va retenir, ça va être les rebondissements, la construction des personnages, la musique. Il y a vraiment beaucoup de points impactants dans Spyfall Partie 1 qui en font vraiment un excellent épisode. Eh bien, passons à la suite, parce que une partie 1 n'est rien sans... La partie 2, Spyfall Partie 2. Alors, Spyfall Partie 2, alors après une montée en puissance comme ça dans le premier épisode, avec un retour du maître et tout ça, est-ce que le 2... est-ce que la partie 2 suit bien ce retournement, ou est-ce que ça tombe un peu à plat? Non, ça tombe pas à plat. Je l'aime un petit peu moins, parce que, par exemple, la résolution, je trouve qu'elle est fort vite expédiée, c'est mon problème avec cette partie 2. Mais après, j'aime beaucoup le fait que avec les compagnons, on reste sur ce côté très espionnage du premier,
et qu'après on ait un épisode historique en fait avec le docteur qui va rencontrer Ada Lovelace et Noor Inayat Khan, et en même temps toute l'histoire avec le maître. On apprend à découvrir le maître de Sacha Dhawan qui est... Ce que je retiens surtout, par exemple, parce que là, ça va être Ada Lovelace et Noor Inayat Khan que le docteur va rencontrer. Enfin, c'est plus cette histoire-là qui va devenir la trame principale de l'épisode, en fait. Oui, mais disons qu'on perd pas non plus... Ce que je veux dire, c'est qu'on perd pas du tout la connexion quand même avec le premier. Ah bah non. On sent bien que c'est la suite directe, qu'il y a quand même des choses encore en commun entre les deux, même si on part sur une histoire complètement différente au final. Et ce qui est bien avec ces personnages historiques dont on parlait avant, c'est que c'est des personnages très peu connus, en fait. Alors, bon, bien sûr, il y a des gens qui les connaissent, je vais pas dire le contraire, mais c'est des personnages... En fait, ce qu'a voulu faire Chibnall, j'imagine, c'est faire connaître ces personnages. Et c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans toute la saison, je trouve, faire découvrir des choses, que ce soit des personnages, des lieux, des... Bah, on a l'hôpital en Syrie, d'expliquer que ça c'est pas forcément beaucoup, que c'est en Syrie qu'il y a eu les premiers hôpitaux pour les maladies mentales. On a Nikola Tesla qui a été complètement oublié complètement évincé pendant très longtemps par Edison. Et puis surtout, ça fait quand même un super parallèle avec le Timeless Child qui a été effacé de l'histoire parce que ça faisait pas assez de panache. Et au final, on a vraiment tout ce côté où même le Timeless Child, au final, c'est vraiment ce personnage historique qui a été complètement mis de côté alors que c'est quelqu'un d'essentiel. C'est très intelligent ce que tu dis là, Pauline. Exactement. Moi, j'ai donné 7,33 et toi, tu lui as donné 9. C'est là qu'on voit la différence. Moi, j'ai moins préféré celui-là. Toi, t'as quand même bien aimé. J'ai quand même beaucoup aimé. Après, je mettrais peut-être genre 8,5 parce que c'est vrai que j'aime pas trop la conclusion que je trouve très facile. Mais ça reste quand même... pour moi un très bon épisode. Et puis la conclusion reste quand même du Doctor Who comme on a l'habitude. Les résolutions faciles dans Doctor Who, ça fait un peu partie du charme. Par contre, on n'a pas parlé du retournement de situation qui est Gallifrey détruite. Exactement, Gallifrey détruite. Ça c'était quelque chose pour vous. C'était encore un deuxième retournement de situation. Après ces deux retournements de situation là entre la partie 1 et la partie 2, la suite du coup paraissait un peu plus morne. À ce niveau-là, jusqu'à l'épisode 5, en fait. Oui, c'est sûr que du coup, il y avait beaucoup de gens qui ont été frustrés. Moi, ça va, parce que je me doutais bien qu'on n'allait pas tout de suite rebondir, en fait, dans l'épisode 3 sur Gallifrey détruite. Ça paraît logique. Doctor Who, ça a toujours fonctionné un peu comme ça, d'avoir en tout cas sur la New, d'avoir un fil rouge qui est que sur les épisodes du début, de la fin et parfois du milieu. Et même, je sais que certaines personnes ont pu être gênées par le fait qu'il y avait beaucoup de fillers, alors qu'en fait, quand on calcule, c'est la saison de Doctor Who où il y a le moins d'épisodes qui ne sont pas reliés au fil rouge de toute la New, ce qui est quand même pas mal. Et du coup, je trouve que cette saison marche super bien parce que elle est vraiment très reliée et ça lui donne une saveur super particulière. Les gens, eux, ont donné, donc au final, nous, 8,17, les gens ont donné 7,81. On reste pareil, sur le même ordre d'idées, hein. Les gens ont aimé l'histoire. Ils ont mis un moins au rebondissement. J'imagine que rebondissement, pas dans le sens Gallifrey, tu vois, vraiment la conclusion, en fait. J'ai mis rebondissement pour dire de mettre quelque chose, mais c'est très bas par rapport à aucun, en fait. Ouais. Donc, c'était pour dire de mettre quelque chose. Alors, passons maintenant à Orphan 55. Non, c'est ça? Oui, c'est ça. Malheureusement. J'étais en train de dire non, c'est ça ou c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Et donc, Orphan 55. Oui. Orphan 55. Orphan 55, je pense que tout le monde en a pensé un peu la même chose. On est sur un épisode... raté. Un peu raté, qui part d'une bonne intention, qui part avec des bons... Si, quand même, il y a quand même un... Si, oui, bien sûr. Il y a le spa au début, c'est vraiment intéressant, tout ça. Ça aurait pu être plus intéressant. Ça aurait pu être plus intéressant si déjà ça durait plus de 5 minutes, parce que on n'a que 5 minutes... le temps d'installer tout le spa, d'installer tous les personnages. Les personnages, parce qu'il y a beaucoup de personnages quand même, et en fait, la menace, elle arrive au bout de 5 minutes. C'est trop rapide. On n'a pas le temps de s'attacher à ces personnages qui sont nombreux et qui du coup semblent arriver comme un cheveu sur la soupe. Et... En fait, ce truc dans le spa aurait dû durer au moins un quart d'heure sur l'épisode, en fait. Le temps de montrer les personnages, de voir les compagnons un peu errer, tout ça, et que on commence à avoir quelques problèmes. Là, directement, au bout de 5 minutes, on a été invité dans un spa, on y est, hop, il y a un problème, ça commence direct, tout est parti. C'est beaucoup trop rapide pour installer une tension, en fait. Son problème, c'est que c'est vraiment intéressant ce qu'il raconte.
mais ça va trop vite. Après aussi, c'est intéressant, mais en même temps, c'est pas forcément très original. On a déjà vu plein d'épisodes bas assiégés. C'était la Terre depuis le début, on a déjà vu aussi. Si c'était... en fait, c'est pas... Enfin, si ça avait été bien fait, ce retournement de situation de c'est la Terre depuis le début aurait pas été si catastrophique, en fait. On aurait on aurait pu même être étonné que c'était la Terre depuis le début, et on aurait pu aimer cet épisode, alors que... Ouais, alors que là, on était juste, ouais, vas-y, on nous rajoute encore un cliché au-dessus. Les méchants, les ennemis qui sont super mal présentés, enfin, je trouve, ils sont pas très... C'est pas les meilleurs effets spéciaux de la saison, hein. Bah, en soi, leur look est plutôt cool, mais ils sont pas forcément bien intégrés. Je pense qu'ils ont pas eu... Enfin, il y avait énormément d'effets spéciaux dans cet épisode, donc s'ils ont eu le même budget que sur d'autres épisodes, bah forcément ça se ressent. Oui. Globalement, genre dans le spa, l'esthétique est vachement cool, la musique est chouette. Alors bon aussi, il y a eu tout ce truc des perruques vertes, tout ça a beaucoup fait rire les gens, où c'est vrai que tu dis bon, c'est pas leurs costumes les plus réussis. Oh, c'est rigolo, c'est marrant, rigolo, ça, voilà. Ça passe. C'est pas ce qui dérange en fait dans l'épisode, je trouve. Ouais. Après, il y a aussi, surtout, le gros problème, parce que sinon, ça serait juste un épisode oubliable, mais j'aime pas du tout la dernière séquence. Et le pire, on en reviendra au moment de Praxeus, mais donc du coup, on a un autre épisode qui parle d'écologie, et qui en parle vachement mieux, où c'est juste le docteur qui expose des faits, qu'il y a des microplastiques sur Terre, et qu'on les ingère tous les jours sans s'en rendre compte, parce qu'on utilise beaucoup de plastique, et que ça ne se casse pas entièrement quand on le détruit, et où là, en fait, le docteur expose juste des faits, et du coup, là, c'est pédagogique, là, c'est intéressant. Alors qu'Orphan 55, en gros, c'est bon, bah dis donc, si vous bougez pas les fesses, vous allez finir en gros mutant. Moi, ce que je voulais dire, en fait, c'est que faut pas oublier non plus que c'est un show pour enfants, enfin, c'est un show familial et aussi pour les enfants. Et je pense que donner cette morale un peu brute permet de faire réagir peut-être les plus jeunes, en fait. Aussi, ouais. Je pense aussi qu'il y a le vrai problème de cette fin-là, c'est que l'épisode avant est pas bon. Si l'épisode avait été bon du début à la fin, cette fin qui arriverait comme ça, où on dirait, ou vraiment même si le docteur prenait à partie le téléspectateur, ça me dérangerait beaucoup moins après un bon épisode en fait. Il y a ça aussi, c'est que j'aime pas que dans Doctor Who, on nous dise qu'il y a plusieurs futurs possibles frontalement. Parce que dans la science-fiction, pour que ça fonctionne bien ce genre de truc, c'est qu'on peut le faire, mais il faut pas le dire. C'est vrai que comme tu disais, si on te montre la Terre qui est détruite à un moment, puis après on te montre la Terre qui est détruite à un autre moment, tu te dis bon bah voilà, c'est dans ta tête, c'est pas très grave, mais là c'est vrai que le dire casse un peu la magie de Doctor Who. De toute façon, la Terre, elle a été détruite au moins 50 fois dans Doctor Who. Non mais c'est vrai. Bon, exagère pas 50 fois, c'est un peu énorme, mais... Non mais il y a eu... il s'est passé 50 types de choses sur Terre dans l'avenir, quoi. Non mais voilà, il y a plein de trucs où on se dit c'est pas forcément possible de les mettre ensemble, sauf que en fait, bah, de toute façon, c'est tellement avec des temporalités super éloignées que tout rentre quand même dedans. Donc il y a pas besoin de dire c'est un des futurs possibles en fait. Je trouve que vraiment ça, c'est rien que cette petite phrase en fait joue sur le fait que la fin n'est pas cohérente en fait, que la fin en fait ne fonctionne pas dans la logique de Doctor Who. Bon, on lui a donné 5,33 tous les deux. Il fait environ une moyenne de 5,33. D'accord. Et les gens ont donné 4,82. En point fort, ils ont mis la team TARDIS. Oui. C'est vrai que la team TARDIS, c'est très bonne. Ils sont bons, mais ils sont bons dans tous les épisodes, bah en oui. fait. Et donc en moins, ils ont mis l'histoire et les rebondissements, enfin bref. Oui, bah comme nous, quoi, en gros. On va arrêter de parler de cet épisode. Oui. Dès que c'est mauvais, on en parle beaucoup. Mais c'est toujours le truc. Quand quelque chose est mauvais, t'as tendance à en faire des tartines. Du coup, on passe directement au prochain épisode, épisode 4, Nikola Tesla's Night of Terror. Alors, le petit Nicolas... Pardon. Donc oui, le petit Nicolas... J'ai pas fait exprès. J'adore cet épisode, c'est vraiment un épisode que j'apprécie beaucoup. Qui est dans les fillers, celui que je préfère, donc dans les épisodes qui n'ont pas de lien direct avec le fil rouge, c'est l'épisode que je préfère cette saison. Les costumes, particulièrement les costumes, les ambiances, la musique encore, enfin, vraiment, on a un travail sur la mise en scène et les ambiances absolument magnifique. C'est un épisode qui est peut-être un peu oublié, enfin, qu'on va pas retenir comme l'épisode de Doctor Who de la saison 12, mais en même temps, je pense que c'est vraiment un très bon épisode. Il y a pas grand-chose à reprocher, en fait, au final. Que l'installation des personnages, le côté historique qui prend pas on aurait pu reprocher ça dans la saison 11, que le côté historique prenait un peu la place sur l'épisode, sur l'action. Nous, c'était quelque chose qu'on adorait, mais je comprends que ça puisse gêner les gens. Ici, c'est juste un prétexte, un peu comme Van Gogh à l'époque. C'est vraiment un prétexte. Les méchants,
Moi, j'adore ces méchants. La méchante à la RTD, là, la reine Skisra, incroyable, quoi. Mais les expressions faciales sont vraiment très réussies. Et même les sbires, les scorpions qui courent dans les rues, qui sont trop gros pour courir dans les rues, et du coup se cassent la margoulette. C'est la course dans la rue m'a vraiment fait rire. Elle est vraiment géniale parce que mais t'as aucune peur au final pour les compagnons. Yaz elle balance du pain. Quand on sortait d'Orphan 55, ça faisait du bien de se retrouver avec un bon épisode plus classique qui fonctionnait super bien, qui était un très bon mix entre ce qu'on avait pu avoir en saison 11 et la période RTD. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé retrouver Angie Moindra, qui jouait Rani dans Sergeant Adventure et qui là jouait la reine Skisra. J'aurais bien aimé la voir faire un personnage. Elle sort avec le maître. Oui, bon, d'accord, c'est la petite copine de Sacha Dhawan, mais bon, est-ce que ça a vraiment son sens? Oui, il faut le dire aux gens. Les gens le savent peut-être pas. 8-17 pour toi, 7-33 pour moi. Je trouve que je mets des notes un peu plus basses que toi cette saison. Oui. Et je trouve que ça se ressent un peu sur notre rapport à cette saison. C'est-à-dire que je mets pas des mauvaises notes, c'est des bonnes notes. Mais je suis plus modéré. Un poil en dessous de toi, en fait. Les gens ont mis 7,36, ils aiment l'histoire et les personnages. Ils ont un peu plus de mal avec les rebondissements. Les rebondissements... moi, j'aime bien cette conclusion. C'est quoi la conclusion, déjà? La conclusion, c'est qu'en fait, la reine Skisra pense que le docteur va lui refaire à l'envers avec le téléporteur, et où en fait, le docteur, pas du tout. Et c'est le plan de la tour de Wardenclyffe, et moi j'aime beaucoup parce que c'est une bonne utilisation du plan de Wardenclyffe, et le plan du docteur, quand on la voit approcher pour appuyer, je fais mais non, ils vont pas faire ça, c'est nul comme fin, et puis qu'en fait c'était juste le leur, j'ai trouvé que ça marchait super bien. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé ce retournement de situation là, ça marchait bien. C'était simple quoi, mais c'était un bon petit retournement de situation, donc j'ai trouvé qu'elle était efficace. Bah très bien, du coup passons à l'épisode 5. Oui. Fugitive of the Judoons. Fugitive of the Judoon. Sans S. Oui. Alors là, bon, on revient sur le fil rouge, du coup. Ouais. Est-ce que c'est bien la suite? C'est pas vraiment le même fil rouge que sur Spyfall. On n'a pas ce truc de... Le docteur parle un peu de Gallifrey détruite, mais en fait, on part sur un autre point du fil rouge qui, au final, sera probablement plus le fil rouge de la saison 13 en plus. On sait pas. Est-ce que ça a été très peu développé dans le final, cette partie du docteur Roos? Parce que du coup, on a un nouveau docteur, on a eu un multi-docteur sans le savoir. C'est vraiment le point fort pour moi de l'épisode. C'est qu'on arrive à avoir à chaque fois qu'on parle de Doctor Who, on dit « Ah, on aimerait bien avoir un nouveau docteur ». Pas annoncé et qui arrive dans l'épisode comme ça, et la régénération se fait. Bon là on n'a pas de régénération, c'est pas exactement la même chose, mais on a quand même un multi-docteur sans savoir que c'est un multi-docteur. Et ça je trouve ça fort. Alors j'espère que du coup on va probablement revoir Jack, ça serait quand même... Ouais, j'espère qu'il va revenir parce que là il a pas été... C'est juste un caméo là quoi. En plus, il y a quand même une histoire derrière lui quoi. Enfin tout du Siberium, tout ça, comment il l'a su, pourquoi lui, il y a quand même un truc à connaître là-dedans. À résoudre. Donc je pense qu'il sera là dans un prochain épisode. Après quand? Pour les 60 ans. Le special, la saison 13, les 60 ans, on verra bien. Ouais. Moi j'ai aussi adoré l'histoire des Judoons en fait. Je trouve ça, j'étais vraiment à fond dedans en fait, le fait des Judoons qui cherchent un fugitif, tu sais pas trop qui c'est, on commence à te montrer des gens, dire lui il est suspect quand même, le mari de Roos, je sais plus son nom. Mais c'est vrai que cette saison a testé des rythmes très différents. On parlait d'un côté très espionnage au début et tout ça, là où on est vraiment sur un côté enquête qui marche très bien. Et il y a aussi un truc typique de ces épisodes, enfin de plusieurs épisodes qu'il y a eu dans cette saison, c'est de montrer une première partie enquête et une deuxième partie qui a plus rien à voir et qui va, là c'est la suite du fil rouge. Tu penses à quoi? À Praxeus? Praxeus, je pense à Diodati aussi, Diodati où t'as toute une partie, on en reparlera parce que ça c'est le gros point de l'épisode je pense. Mais voilà, en fait, je trouve que les épisodes sont coupés en deux un peu. Un peu comme au final les deux parties de Spyfall, c'est juste qu'elles sont plus longues, mais au final on a la même histoire qui est coupée au milieu pour partir sur quelque chose de différent. Oui, du coup on va parler du Docteur de Roos parce qu'on va pas pouvoir vraiment en parler par rapport au final vu que ça sera probablement plus pour la saison 13. J'adore ce personnage, moi j'ai envie d'un... Est-ce que je l'ai déjà dit dans le bilan de mi-saison? Oui, je crois que dans le bilan de mi-saison. J'ai regardé le bilan de mi-saison, mais moi ce que je veux c'est que dans la prochaine saison, on ait ces deux docteurs-là qui soient ensemble... le docteur compagne du docteur. Et ça serait vraiment bien. Surtout qu'elles ont vraiment un tempérament totalement différent. Qui se complètent super bien du coup. Où on a d'un côté Jodie Whittaker
assez loufoque, mais calme et tout ça, un petit peu marrante et tout, alors que là, on a un docteur beaucoup plus sérieux, beaucoup plus rentre-dedans, et du coup, les deux se complètent super bien. Elles ont des personnalités qui fusionnent, en fait. Du coup, on lui a mis 8,75 à nous deux. Bon, on Ouais. est tous les deux sur des notes très bonnes. C'est un très très bon épisode. C'est la première fois que je mets plus que toi. J'ai mis combien, moi? 8,67. Et les gens mettent 8,71, donc vraiment on est sur la même note là pratiquement. Je crois que c'est exactement la même note que Spyfall partie 1. Et en fait, ça n'a pas été évident de savoir quand on est placé dans le tableau, parce que Julien voulait que ce soit Fugitive en tête, et moi je voulais que ce soit Spyfall. Et du coup, les gens ont tout aimé, quoi. Histoire, rebondissement, personnage. Rien aimé. Rien. En moins, il y a rien. En moins, il y a rien. Il y a rien. Rien du tout. Mais alors du coup, on va rebaisser un peu Ouais. avec Praxeus. Praxeus, bon, ça reste... c'est sûr que c'est pas le niveau de Fugitive of the Judoon, mais je trouve quand même que c'est un bon épisode. Moi, c'est vraiment l'épisode que j'ai bien aimé sur le coup. Je regardais, je me suis pas ennuyé, qu'on va dire. J'ai bien aimé l'épisode, mais quand j'y repense aujourd'hui, je l'ai totalement oublié. C'est vrai que je pense que c'est l'épisode de la saison dont j'ai le moins de souvenirs. Enfin, j'ai souvenir des effets spéciaux qui étaient géniaux. Les attaques d'oiseaux, c'est vraiment le truc compliqué à faire des oiseaux, et ça marche quand même plutôt bien là. Les décors sont super beaux. Il y a cette espèce de maladie de peau du Praxeus qui est génial. Donc ouais, côté esthétique, c'est vraiment un chouette épisode. Après, en se remémorant le truc, je dis oui, c'est vrai que c'était ça, mais c'est vrai que c'est l'épisode, je pense que je vais totalement zapper dans quelques années. Donc tout à l'heure, tu faisais un peu un parallèle avec Orphan 55. Est-ce que ce parallèle est vraiment à faire, en fait? Tu le fais forcément parce que t'as 2 épisodes avec un fond écologique. Après, au final, le message écolo que ça passe n'est pas le même. Et mais je trouve que... je vais pas trop me répéter parce que j'ai dit avant, mais je trouve que là, il est vachement mieux... mis en avant. Déjà de présenter aux gens les gyres, je trouve que c'est vachement bien. Ouais, par exemple, ce truc des gyres qui sont les océans de plastique, il n'y a pas vraiment de message écologique, c'est juste, regardez où on est aujourd'hui, regardez ça. C'est un constat. Le vrai message, c'est tout ce qui est rats de laboratoire, en fait. C'est que les humains sont utilisés comme rats de laboratoire pour tester une maladie, ce qui est un peu controversé aujourd'hui que d'utiliser des animaux. Des animaux. Et je pense que le message est plus là à l'origine, en fait. Et en plus, ça rejoint aussi le final avec le docteur qui sert de rat de laboratoire pour créer les Time Lords. Ouais, mais il y a beaucoup de choses qui sont comme ça interconnectées sans qu'on les voit vraiment, en fait. 7,33 pour toi, 6,83 pour moi. On reste sur cette truc t'as 0,5 de plus que moi à peu près. Hein. Ce qui lui donne une moyenne de 7,08. Oh, c'est bien, hein, 7. Oui, c'est un bon épisode, c'est un épisode bien fichu, vraiment très plaisant à regarder, et dans lequel on a passé un très bon moment, donc 7, c'est la bonne note. Les gens ont mis 6,41, pardon. Donc ouais, un petit peu moins. Là, c'est vraiment un peu moins, quand même. Et Praxeus a pas mal divisé, parce qu'il y a pas mal de points, par exemple, nous on a beaucoup aimé la vlogueuse, mais il y en a beaucoup qui l'ont pas aimé, ce genre de truc. Oui, c'est vrai qu'il y avait tout ce truc de elle s'en fout de voir sa copine mourir et tout ça. Oui, alors que nous, on l'a pas vraiment pris comme ça. On a dit, tu peux pas vraiment... Ouais, sur le coup, on n'a pas fait gaffe, puis... Donc les gens, par exemple, là, les gens disent qu'ils ont aimé la Team Tardis et l'histoire. Ouais. Et dans les moins, il y a l'histoire et les rebondissements. Oui, c'est pas les mêmes gens qui ont aimé l'histoire. Donc en fait, il y a des gens qui ont aimé l'histoire et il y en a qui n'ont pas aimé. Moi, j'ai bien aimé le rebondissement. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais j'ai bien aimé cette fin cette fin du docteur qui, d'un coup, a un relent d'espoir. En fait... Sur toute la première partie de saison, elle était très déprimée. Enfin, elle avait vu sa planète être détruite quand même. Et elle avait vraiment du mal à s'en relever. Et vraiment, à la fin de Fugitive of the Judoon, il y a ce discours des compagnons qui la rebooste. Et où ça se voit beaucoup sur Praxeus. Et elle a juste envie de croire en l'espoir. Et du coup, c'est complètement pertinent avec la conclusion de Fugitive of the Judoon. Et j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Du coup, on va passer maintenant à Can You Hear Me? Un des problèmes que j'ai avec cet épisode, c'est qu'il a été vendu comme étant un épisode sur le rêve, alors que c'est un épisode plus sur les angoisses que sur le rêve directement. Ça aurait gagné en pertinence de dire carrément que c'était des angoisses. Alors, c'est mon ressenti personnel après. Sur le coup, j'avais été un peu sceptique parce que la fin me déplaît beaucoup. Enfin, pas la fin avec Graham. Graham et le docteur, j'adore cette scène. La fin avec les dieux qui sont réexpédiés dans leur boule, je l'aime pas du tout. Je pense que, en fait, mais là, de toute façon, on a le même sentiment. Je pense que cet épisode, j'ai pas trop aimé sur le coup. En y réfléchissant aujourd'hui, c'est un de ceux qui remonterait le plus dans mon classement, je pense. Ouais. C'est vrai que cette fin où Docteur arrive à le remettre dans sa boule avec ses ennemis c'est pas bien, c'est pas bon. C'est trop facile. Mais en fait, on nous présente 2 personnages qui sont des dieux, qui sont donc pas des aliens comme d'habitude, c'est des personnages beaucoup plus puissants que ce qu'on voit d'habitude et qui sont très très réussis. Je trouve les deux sont très réussis. Géniaux, ces personnages. Moi, j'y croyais vraiment en fait à ces 2 personnages, surtout
Rakaya, ça doit être ça. Ouais. Quand on n'a vraiment pas vu beaucoup du potentiel, c'est dommage. Bah ouais, et en fait, le fait de pas trop la voir, et pas trop la faire parler, tout ça, la rend vraiment mystique, en fait, je trouve. Et ce truc de, à la fin, juste les battre comme on bat n'importe quel alien, moi ça m'embête, parce que du coup, pourquoi faire des dieux ? C'est vrai que du coup, la fin dessert l'épisode, mais en soi, l'épisode, on a beaucoup de développement de personnages, on en apprend énormément sur Yaz, et on la comprend beaucoup plus, on comprend pourquoi elle parle pas forcément beaucoup, pourquoi elle est si heureuse de se lancer dans plein d'aventures, ça lui donne vraiment de la consistance. En fait, je trouve qu'il y a un côté très méta à ce personnage de Yaz, puisque, en fait, dans la saison précédente, t'avais un peu ce côté, Yaz, elle sert pas à grand chose, elle sert à rien. Oui, tout le monde disait, elle sert à rien. Elle la pointait du doigt en disant, Yaz, elle sert à rien, elle sert à rien. Et là, tu te rends compte qu'elle allait pas bien à cause de gens qui lui disaient qu'elle servait à rien. C'est peut-être que dans ma tête, mais je trouve qu'il y a un petit côté méta. Qu'est-ce que ça parle de dépression et de suicide dans cette saison, où on a le docteur à la fin qui veut vraiment se sacrifier et tout ça, et Yaz qui se retrouve un peu face à sa propre situation dans The Timeless Children, où elle veut essayer d'arrêter le docteur, de lui dire non mais te sacrifie pas pour ça, parce que le docteur là a juste complètement laissé tomber, quoi. C'est je vais me sacrifier, vous c'est plus important, et où on a aussi le maître qui, à chaque fois, a envie de crever, quoi. C'est la Death Particle, elle marche pas. Oh, je suis un peu déçue. Le docteur qui appuie pas, je pensais que t'allais vraiment le faire. On a vraiment une détresse du maître, qui est un personnage qui, de base, est profondément dépressif, de toute façon, mais qui, du coup, ressort beaucoup avec cette incarnation de Sacha Dhawan, et qui me brise le cœur, personnellement. Pour moi, en fait, c'est plutôt un côté, je fais d'abord, je vois ensuite. En fait, par exemple, quand il va dire je pensais que ça allait tout détruire. En fait, il se fout de mourir, il fait ce qu'il a à faire et puis voilà, ce qui le rend beaucoup plus diabolique en fait, parce qu'il est prêt à tout. Mais moi, je trouve que c'est bien pire, en fait, de lui donner ce côté... De ce côté un peu dépressif, parce que vu ce qui lui est arrivé dessus... c'est ça, en fait, il s'en est tellement pris dans sa vie toute sa gueule. En fait, le maître, il a juste deux possibilités pour lui. C'est soit il crève, et s'il crève pas, autant faire le plus de chaos possible, en fait. T'as dit, il s'en est pris dans sa vie toute sa gueule. Ah, il s'en est pris il s'en est pris dans la gueule toute sa vie. Enfin bref, remettez les mots dans l'ordre. Bon, vous avez compris. Après, il y a pas grand chose à rajouter, je pense. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, quand même, qu'on n'a pas signalé, c'est déjà l'épisode est très beau, et surtout il y a cette séquence animée qui est la première séquence animée de Doctor Who, et qui est magnifique. J'adore cette séquence, elle dégage une énergie, et en même temps elle est super apaisante, enfin vraiment on regarde, on est complètement pris dans cette séquence, j'avais des étoiles dans les yeux, quoi. Enfin, il y a tout un côté très conte à la façon dont c'est raconté, et du coup on en refera un parallèle aussi avec The Timeless Children, mais j'aime beaucoup la narration conte. Je trouve que ça fonctionne très bien pour raconter des histoires comme ça. Comme quand on va aller raconter des histoires, des histoires mythologiques ou des choses comme ça, et on va les raconter à ses gosses sous forme de contes. C'est la même logique, en fait. On raconte vraiment une histoire de la mythologie, en fait, comme si c'était une histoire, et je trouve que ça fonctionne très bien. Alors, t'as mis 6,67, j'ai mis 6,83. Ça donne une moyenne de 6,75. Je trouve que c'est assez sévère. Oui, je pense que maintenant, je l'aurais mis un peu plus que 7. Je pense qu'il devrait tourner autour des 7 à cause de sa fin, mais sinon, l'épisode en lui-même est quand même plutôt pas mal. Ouais, voilà. Les gens ont mis 6,71, donc ils sont sur la même... Même moyenne que nous. Mais c'est vrai que, comparé à Praxeus, où je l'aurais mis un peu moins maintenant, Ken Hermie, j'y aurais mis un peu plus. En gros, les deux, je les situe autour de 7. Donc, les gens ont aimé l'histoire et la Team Tardis, ont moins aimé les rebondissements et l'histoire. Bon, allez, plus qu'un épisode avant le final. Ça va, la BBC, là. On passe à l'épisode 8. The Hunting of Villa Diodati. The Hunting of Villa Diodati est l'épisode que j'ai le plus attendu cette saison. Oui, parce qu'il y avait un côté historique qui te plaisait. Voilà. Il y avait un côté historique. Alors, ils en ont fait des caisses en publiant plein de photos absolument sublimes. L'éclairage avait l'air génial, les tenues avaient l'air géniales. L'histoire derrière est super intéressante, donc j'avais vraiment envie de voir ce qu'ils allaient en faire. Et du coup, j'étais ultra hypée. Cette semaine-là, j'étais insupportable avec cet épisode. Il faut dire que tout ce que t'as dit là est pas faux. Oui. Dans l'épisode en lui-même, tout est beau. C'est vraiment, moi je pense que c'est le plus bel épisode de Doctor Who. Historique, quoi. Enfin, le côté... Au niveau du soin apporté aux éclairages, apporté aux costumes, c'est une dinguerie. La grosse déception de cet épisode a été au plein milieu, en fait. On commence par une histoire assez... dans une maison très...
l'ambiance très sombre en fait. Oui, une ambiance très gothique, fantôme et tout ça, qui correspond super bien à l'histoire, et donc du coup, en plus, au niveau rapport historique, je trouvais ça hyper intéressant. Et c'est vrai que j'ai vraiment été très 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 accrochée par le début. Et en plein milieu, du coup, on a le grand méchant qui arrive à rentrer, c'est un Cyberman. Et là, tout de suite, ça te... C'était trop facile que ce soit lui. Déjà, c'était trop facile que, dès le début, dès qu'on nous a dit il va y avoir un épisode sur Frankenstein, et Jack qui dit il y a le Lone Cyberman, on savait qu'il y avait des Cybermen. Voilà. Le lien s'est fait, quoi. Et du coup, c'était un peu facile, quoi. J'aurais préféré que ce soit pas une partie du fil rouge, même si ça se justifie après, parce que comme ça, t'as pas installé le Lone Cyberman. Par rapport à la suite, c'est bien géré. Mais c'est vrai que cet épisode, qui était un épisode que j'espérais beaucoup en tant que stand-alone, forcément, ça m'a frustré que ce soit une partie du final, quoi. Et maintenant, en fait, le truc aussi, c'est que, en le sachant maintenant, quand on regarde l'épisode, c'est vrai qu'il est vraiment bien. Oui, et puis maintenant, en ayant la suite, c'est encore plus pertinent. Donc, Et que le Lone Cyberman est devenu un personnage emblématique, en fait, un peu... Il y avait aussi un autre truc qui m'avait dérangé, c'était que j'aurais aimé que Mary Shelley soit plus mise en avant que les autres. Que ce soit vraiment plus centré sur Mary Shelley. Après, c'est plus aussi dans le discours du docteur, qui est un discours que j'apprécie beaucoup. Il y a juste le moment où elle précise, en gros, les mots, machin, et où du coup, elle met Shelley un peu au-dessus. J'aurais préféré que cette phrase ne soit pas là, parce que du coup, ça casse un petit peu la force de cette séquence. C'est vraiment le docteur qui, là, en a ras la casquette. Elle s'en prend plein la gueule, et au bout d'un moment, elle peut plus faire comme si c'était tout le monde sur la même échelle, alors que très clairement, elle est toujours obligée de prendre la décision finale, et que c'est elle qui, après, doit vivre avec cette décision finale. Et du coup, je trouve ça vachement pertinent. Après, il y a tout ce truc de pourquoi le sauver lui. Enfin, rien qu'en précisant les deux autres, on n'a rien pu faire pour eux, maintenant c'est trop tard. Mais donc, je ne laisserai pas ça arriver à quelqu'un d'autre dans cette maison. Aurait été, à mon sens, plus pertinent. Là, elle dit vraiment, il est plus important parce qu'avec ses mots, il a changé. Voilà, c'est ce côté-là qui m'a un peu dérangé dans ce discours. Est-ce que cet épisode t'a fait peur ? Mais au début, ouais, j'étais... il a réussi à me foutre les jetons au début, et il était ultra efficace, franchement. C'était pour ça, en fait, aussi, que c'était si frustrant au premier visionnage. En fait, c'est pas de la peur, c'est vraiment une angoisse... Ouais, voilà, c'est pas du sursaut. C'est de la peur comme nous, on aime en ressentir. 7,83 pour toi, 7 pour moi, 7,42. Les gens donnent 7,72 et ils ont aimé l'histoire. Ils ont rien aimé, enfin aucun pour moi. Aucun pour moi. Bah écoute, très bien. C'est vrai que l'histoire... oui, bon, plus ou moins. Ça se comprend, ouais, c'est l'histoire qui moi, est vraiment c'est plus les personnages que je mets quand même sur le dessus. Personnages et ambiance. Du coup, on va continuer, maintenant qu'on connaît Lone Cyberman, sur son histoire. Avec Ascension of the Cyberman. Alors, Ascension of the Cyberman. Oui. Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce que, par exemple, Brendan, c'est le docteur ? Est-ce que le prénom du docteur, c'est Brendan, du coup ? Non, alors, on va réexpliquer. Non, on expliquera dans le prochain. On expliquera dans le prochain. D'accord, mais donc sinon, l'histoire de Brendan. Brendan, c'était super surprenant, parce que nous, on s'attendait à directement débarquer dans les Cyber Wars, puis on démarre sur un mec qui trouve un bébé, qui grandit, machin, c'est trop mignon. Et du coup, ça marche super bien, je trouve, dans cet épisode, les passages entre l'histoire Brendan et l'histoire Cyber Wars. Surtout que tout le monde se dit, ça va se rejoindre à un moment, ces deux histoires. Oui, mais pas du tout dans cet épisode. Parce que quand tu racontes une histoire comme ça, tu te dis, il y a un moment où ça se rejoint. Le bébé, c'est un des personnages, c'est le Lone Cyberman, c'est Cocharmus, je sais pas, tu vois, je me dis. Et en fait, non, pas du tout. C'est vraiment une histoire qui est là à côté, qui a un rapport, bien sûr, mais qu'on saura pas dans cet épisode-là. Et qui a au final aucun rapport, quoi. Enfin, vraiment, c'était une partie vraiment très sympathique qu'on n'avait pas trop développée dans le HO, justement parce qu'on savait pas trop quoi en penser, vu qu'on savait pas où ça allait. Donc on avait juste dit que c'était un peu space. Et c'est vrai que en fait, on a un côté comme ça, beaucoup dans le futur, et l'autre qui est plus un peu dans le passé. Les deux n'ont rien à voir et se complètent du coup très bien, parce que du coup on passe vraiment d'une ambiance à l'autre et ça donne un rythme très particulier que j'ai beaucoup aimé. Cette histoire de Brendan, tu te demandais où ça allait et tout, et c'est calme, c'est Chibnall qui fait son Chibnall, qui balance des gamins de la falaise et tout ça. Il aime ça, lui. Écoute, il y a des gens, ils aiment bien balancer des gamins des falaises. Qui sommes-nous pour juger ? Je pense que c'est une vengeance, tu vois, de pouvoir dire, là, le gamin va se relever cette fois-ci, alors que la dernière fois, il s'est pas relevé, et c'était triste. Il aime bien faire des trucs où il vient installer des choses pour plus tard. Et comme ça, c'est une petite boucle, un peu, en fait. Tu vas regarder ton truc, tu vois, c'était pas trop mal. Et après, tu vois la suite, tu fais, putain, mais oui, tout est relié et tout. Et là, du coup, tout s'enchaîne, et du coup, ce qu'il y avait avant, qui était peut-être moins bien pour certaines personnes, devient beaucoup mieux, en fait, beaucoup plus inscrit dans l'univers de Doctor Who. L'histoire des Cybermen, elle est assez classique.
De ce point de vue-là, c'est vrai que par rapport à Brendan, qui est quand même un truc assez surprenant, bon, elle est bien construite. Dans le HO, je crois qu'on a dit qu'une histoire bien construite, même si elle est classique, et ben, ça n'empêche pas d'être très bien. Les humains, je les trouve plutôt sympathiques, même si on passe pas vraiment forcément de temps à les connaître avant, mais en tant que groupe, ils marchent bien. Même jusqu'à la fin, les autres personnages sont pas... Tu vois qu'il y a une certaine importance de ces personnages sans qu'on s'attarde sur eux, en fait, vraiment, en fait. Ça fait plus un effet de masse, comme ça, un effet de groupe. Après, moi, j'ai un gros problème avec... Que ça soit les Cybermen, où il y a plusieurs aliens comme ça dans le truc. C'est leur façon de tirer, quoi. Il y a un moment, tu ne peux pas faire ça tout le temps. Tu peux pas faire des personnages qui tirent des lasers et qui tirent tout le temps à côté. Et mais du coup, ça enlève complètement leur force, en fait. Tu te dis, mais ils sont ridicules plus qu'autre chose. Moi, j'arrive pas à accrocher à ça. Et j'ai le même problème avec Star Wars, de toute façon. Donc, l'épisode en lui-même est très bien. Les Cybermen sont très bien. J'aime beaucoup le design de ceux qui sont dans les boîtes, qui est un mix de plusieurs designs de Cybermen. J'aime bien le Lone Cyberman qui est un peu, on l'a déjà dit dans le HO, le team show un peu réussi, en fait. Le team show qui fait vraiment peur. Et à la fin de l'épisode, du coup... À la fin de l'épisode, il y a le retour du maître. Ben ouais. Ils aiment bien nous le faire arriver comme ça. Oups, je suis le maître. On s'y attendait, mais sans plus, je trouve. On s'attendait à ce qu'il soit dans le dernier épisode. Je m'attendais pas à le voir à la fin du 9e. L'épisode est très terne, puisque c'est la guerre, en fait. Donc, du coup, tous les personnages sont tristes, tous les personnages... Même le docteur va pas bien, les compagnons vont pas bien. Et il y a lui, qui arrive, qui sort. Il est pas du tout dans le même épisode. Il arrive dans un autre épisode, tout en violet, tout coloré et tout. Et du coup, je suis un peu chiant avec ce côté méta, mais je trouve que le maître aussi a un côté très méta du personnage qui sait qu'il est un personnage, en fait, un peu. Quand il sort, c'est un peu, regardez-moi, mais il dit ça au docteur, mais en même temps, il dit ça au téléspectateur qui est en train de le regarder. Mais elle est pas mal mon entrée, là, les gars. On a mis, à 2, on va dire, on a mis 7,50. T'as mis 8, j'ai mis 7. Ouais. Et les gens ont mis 8,1. Donc là, les gens sont plus généreux que nous. Mais ce qu'il y a, c'est que nous, c'est du HO, donc on avait noté cette partie seulement. Alors que c'est vrai que maintenant, avec la suite, je lui mettrais peut-être une meilleure note quand même. Moi je crois que je reste sur 8, mais c'est vrai que du coup, HO, on était... bon, alors comment est-ce qu'on va faire pour le noter? Parce que c'est que des questions, c'est de la mise en place pour l'épisode suivant. Donc c'était très difficile de noter cet épisode et de réagir sur pas mal de choses, parce qu'on n'avait pas vraiment de développement de ces trucs-là, c'était des éléments posés. Et donc on attendait de voir où ça allait nous mener. C'est pas ça, mais ça fait déjà 8 heures qu'on est en train de tourner. Donc passons à l'épisode 10. The Timeless Children. The Timeless Children, c'est l'épisode final, c'est l'épisode où on a toutes les réponses, ça y est, enfin. Donc toutes les réponses, une partie des réponses, mais c'est bien aussi de nous garder... C'est là où on voit que Chris Chibnall avait vraiment, de toute façon, planifié son truc depuis le début. La saison 11 sert de tremplin, et aussi, au final, on a introduit des trucs sur la saison 11, les personnages, enfin la Team TARDIS, le Docteur et tout ça, où on s'est pas mal arrêté sur eux, sur leurs interactions... Et où on a commencé à entendre parler du Timeless Child, là on avait vraiment une montée en puissance cette saison-là, et là on a un final en apothéose, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire sur la saison 13, parce que vu moi j'en reste persuadée qu'il a des trucs prévus jusqu'aux 60 ans, avec toutes les questions qui restent en attente. Bien sûr. Moi je trouve que, l'épisode n'est pas parfait en lui-même, il y a plein de... L'épisode parfait n'existe pas. Oui, mais bon, même dans ma tête il est pas parfait. Mais c'est l'épisode où du début à la fin je me suis pas ennuyé une seconde. Après moi je l'ai trouvé génial, beaucoup de gens l'ont trouvé génial. Il est un peu divisé. Quand on n'aime pas quelque chose, on a tendance à vraiment en faire beaucoup plus que quand on a aimé quelque chose. Et donc c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup ce qui est ressorti, c'est des gens qui n'avaient pas aimé et qui du coup en ont fait vraiment des caisses sur le fait que ça détruisait tout, que machin. Alors qu'en vrai ça détruit absolument rien, c'est de l'agrandissement de l'or. mais bon voilà. Mais en fait mais du coup c'est vrai que en réalité cet épisode a été adoré par énormément de gens. Cet agrandissement du lore, c'est ce qui manquait un peu à Doctor Who en ce moment. Remettre du mystère, parce qu'en fait, on a eu tellement de grosses résolutions sur la New. La New, chaque fin de saison, c'était une grosse révélation sur une grosse... à chaque fois, on perdait un petit peu plus du mystère, parce qu'on en apprenait de plus en plus sur le personnage, ce qui est tout à fait normal. Mais donc, dans une série comme Doctor Who, c'est normal, au bout d'un moment, de réinjecter du mystère. Dans les classiques, ils l'avaient fait. Dans des épisodes qui ont vraiment fait polémique également. On en a parlé dans la vidéo sur les détails. Et Brain of Morbius, où les changements qu'ils ont voulu faire ont été retcon par les fans. Hein. Non, ça n'existe pas. Les Dr Morbius, non, je ne connais pas, je ne veux pas en entendre parler. Mais surtout avec The Deadly Assassin, qui a posé la très large majorité de ce qu'on avait jusqu'à présent sur la culture gallifréenne, qui maintenant s'était considéré comme la Bible sainte, mais quand l'épisode est sorti, il s'est fait défoncer. Pour plein de gens, c'était la fin de Doctor Who.
un irrespect total, que ça crachait à la gueule du premier docteur et de tous ceux qui ont suivi derrière. De toute façon, le premier docteur, quand il se régénérait, c'est lui cracher à la gueule de donner un nouveau docteur. Oui, de toute façon, ça a toujours été comme ça. Dès qu'il y a un changement, il y aura des gens pour se plaindre que de toute façon... Ça sera toujours... il y aura toujours de plus en plus de gens qui vont se plaindre, parce que tu auras toujours de plus en plus de gens qui vont être accrochés à ce qu'ils connaissent. Nous, on n'avait pas envie que le docteur, ce soit un dieu. C'était un truc qu'on voulait pas. On disait, oh non, j'aime pas cette idée-là, le docteur, c'est bien que ce soit un voyageur. Et en fait, là, c'est vachement bien introduit, parce que ça a beau être un personnage immortel, c'est pas un dieu non plus, en fait. C'est un personnage qui... c'est une petite fille sur laquelle on a expérimenté. C'est horrible, en fait, elle a absolument rien demandé. C'est le rat de laboratoire. Voilà, c'est un rat de laboratoire. Donc en fait, je pense qu'il faut pas se dire, le docteur est devenu un être divin. C'est pas ça, c'est plus... Le docteur, c'est devenu une petite fille qui a été exploitée toute sa vie, et je trouve ça super bien fait, du coup, j'ai trouvé ça extrêmement bien amené, en plus raconté version conte par la douce voix de Sacha Dhawan, c'était... J'adore cette séquence, la séquence où on découvre le Timeless Child, j'étais accrochée à ma télé, quoi, c'était un truc de fou. Nous, on a mis 9,42, 9,67 pour toi, 9,17 pour moi, c'est vraiment des notes excellentes, hein. Oui. C'est le genre de notes qu'on met tous les jours. Il y a 0,1 point de moins qu'à Heaven Sent, qui est mon épisode préféré de Doctor Who. Les gens ont mis 9,03. 9,03, c'est ouf. Il y a plus de la moitié des votes qui sont des 10. Mais ouais, mais c'est fou. C'est un truc de malade. Et la très large majorité des gens, donc sur les 400 personnes qui ont voté en mettant 9 ou 10 à cet épisode. C'est un truc de malade. On va juste arrêter de parler des gens qui n'ont pas aimé cet épisode. C'est fort triste pour eux et ils ont probablement de très bons arguments, mais là on va parler des nôtres et on va les laisser de côté parce que c'est notre bilan. En fait, c'est dur de résumer cet épisode, de dire ce qu'on a aimé et tout ça, parce que c'est tellement large. C'est riche. Il y a beaucoup de choses. Il y a Faut les faire un bilan Cybermasters. juste sur celui-là, quoi. Il y a tellement de choses à dire, autant que ça soit sur la vie du docteur, sur le maître, sa façon d'être, sur les Cybermasters, sur les TARDIS. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est un épisode ultra riche qui rapporte plein de nouveautés sans en briser une seule ancienne, qui fait ça avec un respect et une connaissance de l'histoire de Doctor Who impressionnante. Et je trouve ça absolument génial. Et c'est trop bien parce qu'on a des docteurs avant Hartnell, mais en même temps, Hartnell reste le premier docteur. C'est pas vraiment c'est pas vraiment voilà, docteur c'est avant. pas vraiment, c'est juste ce personnage existait avant, mais ça ne change rien à ce qu'on sait déjà sur le docteur. Je trouve ça génial, c'est super bien introduit. Et on a du coup... en fait, j'aime beaucoup la réaction du docteur qui est pas de se dire « je suis quelqu'un d'important ». C'est juste qui remercie le maître de lui avoir apporté quelque chose dans sa vie qui va la laisser rêver, se questionner. Et en plus, ça résout tellement de trucs sur le fait que le docteur a toujours été un peu différente des Time Lords, quoi. Où il y a toujours eu quand même cette barrière entre le fait que tous les Time Lords mettaient de côté le docteur. Je peux pas m'empêcher de sourire parce que je suis contente du coup d'avoir à nouveau plein de mystères qu'on va pouvoir résoudre petit à petit. Il faut pas tout résoudre d'un coup. Le nombre de fanart, de fanfic et tout ça, les gens sont en feu. C'est du grand Doctor Who à partir du moment où ça ne laisse pas indifférent et que les gens sont, je vais pas dire se battre, mais sont vraiment à défendre leur point de vue, que ce soit un point de vue ou l'autre. C'est que on a assisté à du grand Doctor Who et donc on a assisté à du grand Doctor Who indubitablement. Donc voilà, on a repassé pendant 1 heure et quelques tous ces épisodes. J'espère que c'était intéressant. Maintenant, on va un peu conclure de façon plus globale. Est-ce que cette saison 12 était meilleure que la saison 11 ? Elles n'ont pas grand-chose à voir dans la façon dont elles sont faites. Elles se complètent et en fait, chacune apporte à l'autre saison. La saison 12 n'aurait pas été aussi bien sans la saison 11 et la saison 12 permet également de redorer un peu la saison 11. Mais globalement, à titre personnel, je trouve la saison 12 meilleure, et la saison 12, je la trouve surtout tellement bonne que c'est devenu ma saison préférée de Doctor Who. Waouh, bravo. Comme j'aime à le dire, on ne compare pas les choux et les carottes. Je trouve que, en fait, Doctor Who a cette particularité d'une série où les saisons se ressemblent jamais. Je veux dire, quand tu regardes, enfin déjà t'as tous les classiques par rapport à la New, enfin tout le monde, personne ne va me contredire sur le fait que c'est pas du tout la même chose. Mais même au sein de la New et au sein de la classique, c'est déjà pas la même chose. Et voilà, c'est ce que je veux dire. Et en plus, au sein de la New, je veux dire, la période David Tennant par rapport à aujourd'hui, je suis d'accord, ça n'a rien à voir. Donc je comprends qu'il y ait des gens qui préféraient cette époque-là. Moi, j'aime les deux époques. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, ouais, la saison 12, j'ai adoré, c'est ma saison préférée. Mais en fait, je pense que c'est surtout très différent. Et on a la chance avec cette série d'être passé par plein de choses, en fait. En fait, c'est pas forcément... Il y a d'autres saisons, par exemple la saison 9, qui jusqu'à présent je considérais comme ma saison préférée.
ça reste mon final préféré, par exemple. Mais en fait, de manière générale, sur la qualité globale de la saison, il n'y a aucune saison de Doctor Who où j'ai autant aimé de façon systématique, à l'exception d'Orphan 55. Et c'est pour ça qu'en fait, pour moi, en fait, avant même le final, je savais dans ma tête que si le final n'était que réussi, pour moi, je la considérais comme ma saison préférée. Alors, comme le final, je l'ai trouvé exceptionnel, bon, alors là, j'étais, ouais, bon, c'est bon, quoi. Pour revenir aux notes, globalement, si on reprend toutes nos notes, tu lui as mis, allez, 7,98, on va dire 8 sur 10. C'est quand même très bien, 8. Sachant que y en a qui ont baissé un peu le truc. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, si on prend... Enfin, ils ont pas forcément tous la même importance, forcément. Dans une appréciation globale d'une saison, les épisodes avec un fil rouge important sont très généralement ceux dont on va plus se souvenir, parce que c'est normal, ouais. C'est normal, c'est ceux qui donnent la cohésion, la cohérence à la saison, et donc forcément on va plus s'en souvenir. C'est pour ça par exemple que quand je pense à la saison que j'ai le moins aimée, souvent je pense à la saison 6, parce que je n'aime pas le fil rouge. Alors que dans les épisodes normaux, les épisodes où il n'y a pas le fil rouge, je trouve qu'il y en a des excellents. On mettra peut-être les notes qu'on avait mis pour les saisons précédentes. Je les ai pas, on les a pas du tout là. Pour comparer, oui, on les mettra en bas, ouais. Peut-être un comparatif. Bon bref, donc ça fait une moyenne de 7,7. Ce qui est très bien. Hein. Pour toute la saison A2. Les gens ont mis une note de... Alors, si on prend, comme nous, la moyenne des épisodes, ça leur fait une moyenne de 7,47. Ouais. Qui est, entre nous deux, un peu plus près de moi, quand même. Oui. Parce que les gens s'identifient plus à moi, je comprends. Par contre, si on prend... Enfin, on a posé la question, quelle note mettriez-vous à cette saison ils ont mis 8,16. Donc... au-dessus, quoi. Largement au-dessus, quoi. C'est bien. Bah oui, c'est vachement bien. C'est super cool. Donc c'est vraiment une saison qui a plu. Ça veut dire quand même c'est sur 400 personnes quand même. Bah 400 personnes, c'est pas négligeable quoi. Enfin, j'espère, je sais pas, mais j'ai l'impression que 400 personnes c'est quand même un gros panel quoi. D'habitude l'année dernière on avait clairement pas eu autant de participants quoi. Sur ces 400 personnes du coup, il y en a 277, ce qui fait 69% qui ont dit que c'était une des meilleures saisons. Plus 9,5%, donc 38 personnes qui ont dit que c'était la meilleure saison. C'est ouf, donc les deux cumulés, ça fait combien plus de 300 personnes. Donc ça fait les 3/4 des gens qui ont trouvé que c'était la meilleure saison ou l'une des meilleures saisons. C'est ouf. Si tu prends que les personnes qui n'ont pas du tout aimé, ça fait 6 personnes en fait, sur les 400. Ça fait 1,5% en fait. Ce qu'il y a, c'est que je pense qu'aussi, on l'a trouvée bonne, on en parlait avec des gens qui l'aimaient aussi, mais j'ai l'impression qu'on s'est pas rendu compte que tout le monde aimait en fait. Ben en fait c'est ça, c'est qu'en fait la majorité, mais c'est toujours la même chose, la majorité des gens ne réagit pas. Là c'était un sondage où les gens pouvaient juste mettre des notes, ils étaient pas forcément obligés de commenter. Il y a plein de gens qui ont pas envie de commenter. Il y a beaucoup de gens qui en fait ont des appréciations sur une saison mais sauront pas forcément dire ce qu'ils ont aimé ou pas, ou ont juste pas envie. Et du coup ce qui est bien avec ce système de notes, c'est que les gens peuvent juste laisser leurs impressions comme ça. Et ça, je pense que ça a permis à des gens de réussir, on a vu passer plein de pseudos, on les a jamais vus de notre vie, c'est jamais des gens qui ont commenté nos vidéos. Et ça faisait du coup super plaisir de voir ces gens s'exprimer. On va peut-être passer au dernier, conclure un peu cette vidéo. On va reprendre des personnages. Qu'est-ce que t'as pensé du Docteur dans cette saison par exemple ? J'ai adoré l'évolution du Docteur, où on passe, où c'était un Docteur très positif et tout ça. Dans la saison 11, où là, du coup, elle s'en prend tellement plein la gueule qu'on la voit vraiment descendre petit à petit. Puis réussir en deuxième partie à reprendre du poil de la bête, mais en étant toujours un peu attaquée. Et avec la Team TARDIS qui est là... Même si elle les envoie chier par moments et tout ça, il y a quand même la Team TARDIS qui la soutient derrière. Et ça marche super bien, et elle est brillante. Elle est incroyable. J'adore ce Docteur, mais c'est vrai que c'est son évolution qui fait qu'elle est vraiment parfaite. Enfin, parfaite. Elle est pas, je dirais pas jusqu'à dire qu'elle est parfaite, mais elle est tellement brillamment bien interprétée, et en plus, comme elle a une vraie évolution de sa personnalité, elle me touche énormément. C'est l'évolution du personnage qui fait beaucoup sur ce Docteur, en fait. Oui. Après, qu'est-ce que tu as pensé, par exemple, des compagnons ? Alors, les compagnons, j'ai adoré que Yas soit plus mise en avant. Là, j'ai vraiment trouvé que le développement de Yas cette saison était génial. C'est vraiment un personnage que j'adore. Et pareil, en fait, comme ce sont des personnages très humains, il y a plein de compagnons que j'aime bien, mais dont j'aime pas forcément complètement l'évolution parce que je trouve qu'ils deviennent trop gros et où au final ça finit... Je comprends qu'il y ait des gens à qui ça plaise beaucoup, mais moi je préfère quand les compagnons sont plus humains et qu'on peut plus facilement s'identifier à eux. Donc forcément, avec des personnages comme Bill, j'avais été servi en saison 10, puis là du coup avec cette Team TARDIS de 3, c'est génial. On a vraiment envie d'être potes avec eux, quoi. On a vraiment envie de voyager avec eux. Ils paraissent accessibles, en fait. J'adore cette Team TARDIS, c'est une de mes préférées aussi. C'est vrai que Bill et Nardole, par exemple, Bill et Nardole. C'est un peu plus au-dessus, tout ça.
mais c'est vraiment déjà c'est vraiment des humains. Leur histoire, elle est très légère en fait. On n'en sait pas grand chose sur eux. En fait, c'est un peu je trouve que on en sait sur leur histoire, mais on se retrouve pas avec des dramas à rallonge, quoi. Et je trouve juste des gens normaux. En fait, c'est des compagnons un peu comme dans les classiques qui étaient pas importants, qui sont là pour représenter le téléspectateur, qui sont en fait bon après qu'ils soient 3, 2, 1, en fait, c'est pas très grave ça. C'est vraiment ils sont là. Ils sont derrière le docteur et ils représentent le téléspectateur qui suit le docteur en fait. En fait, ils sont un peu secondaires les compagnons. C'est pas un gros mot. Les compagnons qui sont mis devant. Ouais, c'est pas un gros mot de dire qu'ils sont secondaires en fait, c'est l'exact complet de Clara Wu, comme avait été appelée cette époque. Après, au final, la partie Clara Wu, c'était pas, enfin, c'était bien aussi. On dit pas que c'est nul de faire comme ci ou comme ça, c'est juste deux manières complètement différentes de faire. Et en fait, c'est aussi pour ça, c'est compliqué de les mettre en parallèle, parce que c'est juste avec notre appréciation, on va plus apprécier des compagnons plus humains ou des compagnons plus importants. Et du coup, c'est vrai que, nous, on aime bien ce truc d'avoir le docteur qui est remis au centre en montrant, c'est le docteur, c'est le personnage principal. On aime bien. C'est un peu ce truc quand on va dire que Doctor Who c'est une série basée sur le changement. En fait, les changements, ils sont basés à plusieurs endroits en fait. Et genre, la façon d'être des compagnons, c'est un changement qui est important, enfin qui est moins important que la réalisation dans son ensemble, mais qui est quand même visible. Tout joue en fait sur le fait que c'est complètement différent. Le Lone Cyberman, on a vraiment beaucoup parlé. Après le maître, vraiment, il m'a comblé. Il est incroyable, vraiment. Il a ce côté, son ajout, je dirais que il fait peur. En fait, il est tellement lunaire et à passer d'un état à un autre à une vitesse folle. Sincèrement, il y a des moments où il m'a collé les chocottes, quoi. Et il est ultra bien réussi. En fait, tu dis qu'il passe d'un état à un autre, mais tous ces états dans lesquels il passe, t'as l'impression que c'est un peu maîtrisé, en fait. Il sait très bien qu'il va faire semblant de faire ceci pour que derrière, que ça soit... Par exemple, dans le dernier épisode, il y a pas mal de fois où j'ai dit « Mais quel enfant !» Alors, je sais pas si on a le droit de dire ça sur YouTube. Il va faire croire au docteur qu'il est inquiet. Tout ça, pour derrière, juste faire... qu'est-ce que tu crois ? T'as vraiment cru que j'étais inquiet ? Et moi, j'y crois aussi, moi. Pense à moi. Mais il joue merveilleusement bien. Et l'alchimie entre Jodie Whittaker et Sacha Dhawan est incroyable. Il est génial. Entre lui et Ruth, je trouve que c'est vraiment deux ajouts au lore de Doctor Who qui sont vraiment super bien trouvés en fait. On peut aussi parler un peu de tout ce qui est réalisation, musique, effets spéciaux, on en a déjà beaucoup parlé. Ouais, moi j'ai juste un point global. J'ai juste un truc à dire, c'est que c'est très beau et que la musique, c'est pas Murray Gold, on est toujours sur ce point où c'est autre chose, c'est de la musique plus d'ambiance, mais qui marche super bien. Et moi par exemple, j'ai juste un truc qui me revient comme ça, c'est la musique du générique. Quand le docteur revoit toutes moi ça m'a pris hein. Mais de manière générale les musiques sur le dernier épisode sont incroyables, elles te lâchent pas, elles sont géniales. Le thème du maître que du coup on a pas mal entendu cette saison est génial aussi. C'est difficile de savoir si on a absolument tout dit comme ça là. De toute façon vous pouvez les mettre en commentaire si vous avez des questions, des remarques, tout ça. Je pense qu'on va être beaucoup dans les commentaires sur cette vidéo parce que c'est vrai qu'on peut pas tout dire comme ça. C'est un dialogue entre nous deux. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, mettez un petit like aussi au passage en passant. Hop, en descendant, il y a le like au passage. Hop, juste sur la route des commentaires. Ouais. L'abonnement si vous n'êtes pas abonné. Ça serait quand même dommage de rater ça. Et puis vous mettez un petit commentaire, votre remarque, votre question. Merci également aux 400 personnes qui ont répondu, aux 401 personnes qui ont répondu à notre petite enquête. Merci beaucoup. Vos commentaires n'ont pas pu tous passer, c'était juste pas possible. Mais donc merci énormément pour tous vos retours. Merci pour tout, merci de nous avoir suivis. Je sais pas combien de temps fait cette vidéo. Trop longue. Elle est trop longue, oui. Donc on va finir. Bien sûr, de commenter, liker. On l'a déjà dit. On l'a déjà dit, mais on le redit. Bon, allez. Merci beaucoup de nous avoir suivis cette saison 12. Et puis likez, commentez, likez. Like, commentez. Bref, à bientôt. Salut. Likez, commentez.